On continue l'après-midi avec la dernière conférence plénière, numéro 8, sur la génétique. Donc peut-être certains d'entre vous étaient déjà dans la session parallèle sur les ressources génétiques, donc ça va être une continuité. Donc on va aborder le levier génétique. On a vu déjà à plusieurs reprises qu'il peut beaucoup, ce levier génétique, même s'il est complexe, même s'il est long. Il ne peut pas tout, on l'a vu aussi. Donc ce qui veut dire qu'en fait c'est un levier génétique qu'il faut appliquer, utiliser sur un certain nombre d'espèces, voire un grand nombre d'espèces. Chaque fois qu'on a dit qu'il y avait une espèce qui était intéressante pour tel ou tel usage, ça veut dire que probablement il y a des progrès génétiques à faire. C'est une discipline qui est déjà ancienne, mais qui est aussi en profond renouvellement avec l'émergence des marqueurs moléculaires. Alors vous allez peut-être dire, oui, ça fait longtemps qu'on nous en parle et puis on ne voit pas grand-chose, mais finalement, maintenant, les marqueurs sont un peu plus démocratiques, un peu plus faciles à utiliser. Et puis, leur efficacité est maintenant bien prouvée dans un certain nombre de domaines, comme la génétique animale et certains programmes d'amélioration végétale aussi. Bon, ça pose aussi les questions d'efforts qu'on consacre à l'amélioration des légumineuses, tant fourragères que à graines. On accueille 2 intervenants que je remercie dès maintenant. Alors, ce sont 2 personnes qui sont tombées dans les légumineuses tout jeunes, dès leur thèse. Ils sont d'ailleurs toujours pas très vieux. Donc on a Lamia Raouti, qui est enseignante-chercheur au Maroc, à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, et qui a une thèse obtenue en Allemagne, et qui a travaillé aussi dans la société, qui a été sélectionneur chez NPZ en Allemagne, et qui travaille plus particulièrement sur la févrole, le févrole. Et puis, deuxième conférencier, c'est Nadim Taillé, qui est chercheur à l'INRA depuis peu à titre titulaire, mais en fait depuis un moment sous d'autres statuts, et qui travaille en particulier sur le pois et la lentille. Voilà, on leur a donné des consignes un peu complexes parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils parlent de l'amélioration génétique des légumineuses aussi bien en France qu'en Afrique du Nord, et puis aussi bien des graines que du fourrage, éventuellement différents usages. Et donc, vraiment, je les remercie, puis je ne vais pas parler plus, et je vais leur donner la parole dès maintenant. Merci. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis avec mon collègue Nadim Taillé. Nous sommes vraiment très ravis aujourd'hui d'être parmi vous. Et puis, je tiens à cet effet à remercier les organisateurs de RFL2 de nous avoir donné l'opportunité de faire cette présentation et d'aborder la thématique des voies de progrès génétique pour les légumineuses en Europe et en Afrique du Nord. Donc, je vais revenir sur certains points qui me paraissent essentiels pour pouvoir installer la problématique de cette présentation. Donc, en premier lieu, j'aimerais revenir un petit peu sur la révolution verte. Et puis, dire qu'en fait, il y a eu une évolution de la production mondiale de denrées de base qui s'est faite durant le temps. Eh bien, cette évolution a été faite selon un modèle qui était linéaire, en adoptant une approche où on a considéré que les environnements, il fallait adapter les environnements à des systèmes de culture qui étaient définis politiquement. Et on a pris comme hypothèse, en fait, que les ressources naturelles étaient illimitées et les avancées scientifiques l'étaient aussi. Alors, à partir de ce moment-là, donc, il y a eu une évolution sur le climat, sur les ressources, et on en est arrivé aujourd'hui à se poser la question de ce modèle agricole. Est-ce qu'il tient toujours ou est-ce qu'il faut peut-être le reconsidérer ? En effet, on a un changement climatique, comme ça a été dit. On a aussi une diminution des services fournis par les écosystèmes de moins de 60%, ce qui nous a mené à peut-être se poser la question de repenser le modèle agricole. Alors, le défi qui se présente à nous, c'est qu'il y a un compromis entre la production et la conservation des agroécosystèmes qui doit se faire, et que l'hypothèse, c'est que les ressources naturelles, sont illimitées. Par contre, les avancées scientifiques ne le sont pas. Donc, ça, c'est le bon côté positif de la chose. L'approche, on doit l'inverser.
En fait, il faut adapter la production aux caractéristiques des environnements en prenant en compte leurs potentialités et leurs limites. Alors, il faut passer d'un système où on a de la productivité qui est élevée, mais aussi une augmentation de la vulnérabilité, à un système où on doit diminuer la vulnérabilité en utilisant l'agriculture durable. Un facteur clé pour cette agriculture durable est en fait la biodiversité, aussi bien au niveau interspécifique qu'au niveau intraspécifique. Alors, bien sûr, les légumineuses, dans tout ce contexte, eh bien, elles sont nombreuses, elles ont plusieurs atouts. Ils ont été cités, ces atouts, notamment pour les systèmes agricoles, bien sûr, pour maintenir la qualité de l'écosystème productif, et aussi bien la qualité physique, chimique, biologique des sols, l'augmentation de la diversité fonctionnelle des agroécosystèmes. Sur le plan nutritionnel, ça a été dit ce matin, eh bien, on a tout ce qui est notamment en Afrique du Nord, pour moi, ça m'interpelle énormément, où les régimes alimentaires sont très pauvres en protéines animales et où la combinaison des protéines végétales et les céréales, eh bien, en fait, constitue un régime qui est très, très équilibré. C'est la même chose pour la nutrition animale, où la source de protéines végétales est essentielle pour avoir des rations qui sont assez équilibrées. Alors, malgré tous ces atouts, comme ça a été aussi dit, bien, on a en fait une participation des légumineuses qui est très très faible, très marginalisée. On voit une contribution à l'azote, de l'azote symbiotique qui est de 5% par rapport à l'azote total, et une prépondérance de l'azote issu des fertilisants chimiques. Alors, si l'on voit un petit peu comment est distribuée la production des légumineuses dans le contexte Europe et Afrique du Nord, eh bien, la France participe avec une moyenne avec 25% de la production, avec 1 million de tonnes, donc l'un des plus grands producteurs des légumineuses en Europe. En Afrique du Nord, eh bien, on a l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et le Maroc, il participe à lui seul à près de 60% des légumineuses qui sont produites au niveau Afrique du Nord. Maintenant, je vais en fait bâtir l'analyse du paysage du secteur semencier des légumineuses en comparaison avec les céréales. Je ne veux pas braquer les céréales, mais c'est juste pour montrer un petit peu que là où les systèmes devraient être équilibrés en céréales et légumineuses, puisqu'on dit qu'elles sont indispensables les unes par rapport aux autres, eh bien en fait, il faut voir comment se définit ce paysage. Donc là, j'ai la superficie des céréales et des légumineuses à graines. Et on voit bien qu'il y a tout simplement ça veut dire que les céréales sont prépondérantes par rapport aux légumineuses, mais avec les légumineuses ne représentent que 8% des superficies utilisées par les céréales, 3% au niveau de la France. Donc il y a une très grande disparité. Alors, en même temps, donc là, on voit qu'il y a une discordance entre les potentialités des légumineuses dans une vision de développement d'une agriculture durable et l'étendue de leur usage, malgré tous les services qui ont été cités auparavant. En même temps, ce qui nous intéresse, nous, en tant que généticiens ou bien agronomes, c'est de voir un petit peu le gap en rendement. Donc, si l'on prend la comparaison entre les rendements des céréales et des légumineuses, eh bien, on remarque que ce gap de rendement, il est beaucoup plus important en France. Il est un peu moins en Afrique du Nord. Toutefois, les niveaux de rendement sont très très faibles en Afrique du Nord, que ce soit pour les céréales ou pour les légumineuses. Donc, on note par exemple que pour la France, on a 70 tonnes par hectare pour les céréales, contre 34 tonnes par hectare pour les légumineuses. Et puis, pour les légumineuses en Afrique du Nord, elles varient entre 7 à 10 quintaux l'hectare. Ceci est vraiment très, 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 très faible. Donc, il y a un progrès génétique réalisé sur les légumineuses qui est bien limité, et ça, c'est dans les deux contextes. Alors, maintenant, tout ceci, pour pouvoir comprendre pourquoi ce gap s'est installé, il faut analyser le secteur semencier des légumineuses et l'évolution du progrès génétique, aussi bien que le transfert de ce progrès, pour pouvoir élaborer des stratégies en synergie, peut-être, entre l'Afrique du Nord et l'Europe, on le souhaite, pour la promotion des légumineuses.
Alors, je vais commencer premièrement par, en fait, la description des intervenants au niveau du secteur semencier en Afrique du Nord. Et donc là, c'est le secteur formel. Eh bien, au tout début, on commence bien sûr avec les banques de gènes, bien sûr, qui sont les sources. J'arrive pas. Ouais, ça marche. Alors, on commence déjà avec les banques de gènes, bien sûr, là où on trouve de la diversité. Il y a des institutions de recherche, il y a les améliorateurs. On passe par la suite à l'inscription variétale, la production de semences et distribution, et puis le contrôle et la certification. Alors, si je prends au niveau du Maroc, donc on a au niveau des banques de gènes surtout l'ICARDA, mais aussi les banques de gènes de Stat, l'INRA de Maroc. Bien sûr, là, on est en train de parler d'organismes qui sont publics. Quand je passe à la recherche, en fait, on a l'INRA Maroc, les universités et, comme l'IAV, donc les instituts de formation et de recherche, qui sont aussi des organismes publics. Quand on passe à l'amélioration génétique, elle est essentiellement faite par l'INRA Maroc. Il n'existe aucune entreprise privée qui opère de l'amélioration génétique au Maroc. Par contre, il y a des entreprises étrangères de création variétale qui sont installées bien sûr à l'étranger, mais qui nous exportent bien sûr les variétés. Pour l'inscription, alors là, on a du public, mais pas du privé national, c'est du privé étranger. L'inscription variétale se fait essentiellement à l'ONSA, en suivant les règles européennes, ISTA, OCDE, comme vous les connaissez. Et puis, ce sont des organismes publics. La production de semences se fait essentiellement au national par un organisme semi-public, la Sonacos, et puis des sociétés privées de distribution. Et à l'étranger, bien sûr, les entreprises étrangères de création variétale. Donc on a le public, le privé national et le privé étranger. Le contrôle et la certification est opéré par l'ONSA, donc qui est public. Donc ce que l'on remarque, c'est que en fait, on a une implication massive du public en tant qu'intervenant dans le secteur semencier. À côté de ce secteur formel, il y a ce qu'on appelle le secteur informel. Le secteur informel, ça veut dire que ce sont les agriculteurs qui vont utiliser leur propre production, en tant que semence de ferme. Alors là, le marché, bien sûr, on peut avoir une partie qui est, utilisée de la récolte et qui va aller vers la semence de ferme, essentiellement des variétés locales et des variétés améliorées. Maintenant, on peut se poser la question, quelle est la part du secteur informel et quelle est la part du secteur formel? Alors, le secteur formel, il participe à 1% du secteur semencier. Par contre, le secteur informel participe à 99% du secteur semencier sans aucune réglementation. Là, si on passe pour le paysage français, en France. Alors en France, le secteur formel, ça suit à peu près la même configuration, avec notamment, là où je vais plutôt relever la différence, c'est que au niveau de la recherche, on a le privé qui est impliqué, d'accord, les entreprises privées qui sont impliquées. On a au niveau des améliorateurs essentiellement les entreprises de création variétale. J'ai mis l'INRA ici, mais ça reste quand même des programmes qui sont assez mineurs. Et puis l'inscription variétale se fait par le public, la production de semences se fait par le privé et le contrôle de certification, on a le privé et le public. Donc on voit bien que au niveau de l'Europe, si je prends la France en tant qu'exemple, eh bien il y a une implication effective du secteur privé dans le secteur semencier. Là, au niveau de la France, il y a aussi le secteur informel. Le secteur informel ici, la différence, c'est que on n'a pas le droit de vendre la semence en tant que la production en tant que semence, ça c'est interdit. Par contre, on a le droit d'utiliser les semences de ferme, c'est des variétés améliorées ou plutôt des variétés paysannes. Alors là, quelle est la différence avec le Maroc ou l'Afrique du Nord? Eh bien, c'est que le secteur formel et informel contribuent de façon équivalente au secteur semencier. Donc ce secteur informel qu'on ignore, il est bien là et il conditionne énormément la production ou les niveaux, les potentialités de rendement qui existent au niveau des deux contextes. Alors là, je passe au niveau des inscriptions variétales pour dire que pour les inscriptions variétales, eh bien, il y a, si on compare entre les légumineuses et les céréales,
dans le contexte français, eh bien, les inscriptions variétales des légumineuses est à peine à 35% des inscriptions variétales chez les céréales. Il est en Afrique du Nord, il est à 50%. Donc, on voit bien que l'écart est très creusé pour les céréales, mais il l'est moins pour les légumineuses entre les contextes France et Afrique du Nord. Alors là, j'ai montré un petit peu les effectifs des inscriptions variétales en prenant les différentes cultures, les différentes espèces qui sont les plus importantes. Et on voit bien que, encore une fois, eh bien, la céréale numéro 1, là j'ai dit céréale numéro 1 parce qu'il y a des différences entre les 4 pays, le blé tendre étant le plus important en France et au Maroc. Par contre, en Tunisie et en Algérie, eh bien, le blé dur est le plus important. Donc là, on voit bien que l'effectif des inscriptions est beaucoup plus important chez les céréales. Il est beaucoup moins chez les différentes espèces de légumineuses. Donc pour mieux évaluer les inscriptions chez les légumineuses, j'ai ici enlevé la céréale. Et donc, on voit bien que au niveau de la France, on a beaucoup plus d'inscriptions pour le soja, le pois protéagineux et la févrole. Ceci en adéquation avec les emblavements, avec la production. Et par contre, dans le contexte Afrique du Nord, c'est beaucoup plus la févrole et le pois chiche, ce qui est aussi en adéquation avec les emblavements et la production. Alors, les légumineuses fourragères, la luzerne constitue l'essentiel c'est l'espèce où on a le plus d'inscriptions, et c'est aussi l'espèce qui est la plus cultivée aussi dans les 4 contextes. Pour la fève en frais et pois potagers, c'est juste un petit clin d'œil parce que ce n'est pas un grand marché. Par contre, c'est un marché qui est très très lucratif. Et ça, les agriculteurs, ça veut dire il y a le chiffre d'affaires réalisé par, ça veut dire dans la fève en frais et le pois potager est très très intéressant, bien que le marché soit petit. Alors là, en premier lieu, je vous ai donné le paysage des inscriptions variétales en Afrique du Nord et en France. Tout ça, c'est très bien, mais pour mieux voir quel est l'impact des variétés sur, ça veut dire pour voir le transfert du progrès génétique, il faut voir plutôt ce qui est utilisé, parce que tout ce qui est inscrit n'est pas utilisé. Et donc là, je passe à l'effectif des variétés occupant 75 à 100% du marché en Afrique du Nord et en France. Et là, on voit encore une fois que le portfolio variétal des céréales est diversifié, contrairement au portfolio variétal proposé au niveau des légumineuses à graines, potagères ou bien fourragères. Alors, deuxième remarque, c'est que en Tunisie, et ça c'est très intéressant, c'est qu'en Tunisie, les céréales, ça veut dire le portfolio variétal des céréales, est beaucoup moins diversifié que certaines légumineuses. Par exemple, si on voit, c'est en bleu, la Tunisie, vous pouvez voir au niveau de la céréale ici, en comparaison avec le pois chiche, eh bien le portfolio variétal du pois chiche est beaucoup plus diversifié. Donc ceci dénote d'une certaine stratégie qu'on va voir tout à l'heure, où la Tunisie est vraiment proactive par rapport aux légumineuses, par rapport aux 3 autres contextes, ce qui n'est pas le cas chez les autres, c'est-à-dire dans les autres pays. Alors en Afrique du Nord, on retrouve surtout une diversification côté fève févrole, pois chiche et luzerne, et en France, on a beaucoup plus une diversification du portfolio variétal pour la févrole, le pois protéagineux, le soja et la luzerne. Ici, je voulais retracer un peu la cinétique, ça veut dire ce portfolio variétal. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est âgé? Comment est-ce qu'il se situe? Et j'ai pris comme exemple, puisque je ne pouvais pas le faire pour toutes les espèces, donc j'ai pris comme espèce modèle la févrole, qui est une légumineuse importante dans les 4 contextes, et puis la céréale la plus importante dans les 4 contextes. Et donc là, première remarque, c'est que nous n'avons pas, on ne peut pas tracer des conclusions par rapport à l'Afrique du Nord et la France, parce que les contextes sont vraiment différents, et je vais m'expliquer. Alors, on peut prendre au départ le Maroc et l'Algérie, la févrole, et là, on voit qu'il y a un portfolio variétal qui est très, 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 très vieux, 1986, et en même temps qui est très statique. Si je compare avec la France, donc je vois qu'en France, le portfolio variétal est beaucoup plus jeune. Par contre,
il était statique jusqu'en 2013 et puis par la suite on a noté donc l'arrivée de certaines variétés inscrites, donc nouvelles, qui ont été transférées vers les agriculteurs et utilisées par les agriculteurs. Alors en Tunisie, voilà, c'est pour ça que je ne peux pas comparer la Tunisie au Maroc et à l'Algérie, c'est que la Tunisie a un portfolio variétal qui, dans la cinétique, est beaucoup plus intéressante. Et ça veut dire que le portfolio variétal, comme pour la France, il a l'âge de 2008, voilà, en moyenne. Et ceci parce que la Tunisie a décidé d'investir dans les légumineuses. Elle est beaucoup plus proactive que les 3 autres pays côté légumineuses et spécialement côté févrole. Alors pour les céréales, donc on peut voir pour les 3 pays, Algérie, Maroc et France, c'est clair qu'ils sont beaucoup, il y a le portfolio variétal est beaucoup plus jeune que pour les légumineuses. Les cinétiques sont beaucoup plus importantes et contrairement pour la Tunisie, eh bien le portfolio variétal est beaucoup plus vieux si l'on compare avec la févrole avec le blé dur. Eh bien le blé dur a un portfolio variétal datant de 1997 et donc ça montre bien qu'il y a la politique est très différente, les stratégies sont différentes dans les différents contextes. Alors là, j'ai retracé, si vous voulez, un paysage, le paysage, si vous voulez, du secteur, le secteur formel. Et là, je vais passer au secteur informel, juste pour qui est plus difficile à analyser, parce que vous pouvez imaginer, il échappe à toute réglementation, mais où on va utiliser aussi bien la variété inscrite, la variété paysanne et la variété locale. Alors, la variété inscrite pour la multiplication, ça veut dire que là, pour les 3, c'est l'agriculteur qui s'en charge. Alors, pour l'âge des variétés, bien sûr, les variétés inscrites sont plus ou moins nouvelles, les variétés paysannes étant anciennes et les variétés locales étant très, très anciennes. Pour le matériel de base, c'est que pour les variétés inscrites et les variétés paysannes, toutes les deux proviennent des variétés inscrites. Par contre, la variété locale, c'est un matériel local qui n'a jamais été inscrit, mais qui s'est développé dans un contexte. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'est développé dans un contexte plus tard. On a une évolution qui est statique pour la variété inscrite, c'est normal, puisqu'elle est la même d'une année à une autre. Par contre, pour les variétés paysannes, elles sont plutôt dynamiques. Et c'est la même chose pour les variétés locales. Ceci parce qu'il n'y a eu aucune sélection qui s'est opérée sur le champ des agriculteurs pour les variétés inscrites. Par contre, pour les variétés paysannes et variétés locales, il y a l'effet de la sélection naturelle sur le champ des agriculteurs. Les caractéristiques, c'est que pour la variété inscrite, on va chercher la performance. Pour les variétés paysannes et locales, là, on cherche les facultés adaptatives. Le contexte d'évolution, il n'y en a aucune pour la variété inscrite. C'est chez le sélectionneur, il est capable de vous la générer à n'importe quelle année. Par contre, l'évolution pour la variété paysanne et locale, la paysanne, c'est dans la zone de culture, alors que pour la variété locale, c'est dans les centres de diversité et les centres d'origine. Alors là, le nombre, en ce qui concerne le nombre des variétés, il est beaucoup plus faible pour la variété inscrite, alors il y a beaucoup de variétés locales qui sont disponibles, mais très peu utilisées, très peu aussi analysées. J'aimerais dire que pour les initiatives de réglementation, il n'y en a aucune dans le secteur informel, comme je l'ai dit, en Afrique du Nord. En Europe, en France comme exemple, eh bien, il y a une présence, pas pour les légumineuses, mais pour des céréales. Mais ceci dit, s'il y a une réglementation qui s'est faite pour les céréales, c'est possible aussi de la faire pour les légumineuses. Donc, par exemple, il y a le réseau semences paysannes et pour les céréales, il y a un projet qui était le projet Renaissance des céréales mineures et où la variété inscrite, et on peut l'utiliser avec paiement des royalties aux obtenteurs. Donc, ce genre d'initiative pour la réglementation peut s'opérer, d'accord. C'est beaucoup plus facile en France que dans l'Afrique du Nord où c'est complètement absent. Alors, en conclusion, il y a une prépondérance du secteur informel par rapport au secteur formel. Il y a une absence d'organisation de la filière légumineuse au niveau du Maroc et de l'Algérie. En Tunisie, il y a une organisation de la filière.
il y a une absence de l'implication du secteur privé dans la création variétale en Afrique du Nord, un portfolio variétal qui est très limité, et il y a un gap de rendement entre le réel et le potentiel qui est vraiment très creusé. Donc, pour le secteur informel, il y a une absence de réglementation, mais aussi une absence de réglementation pour l'utilisation des variétés locales. Alors, je vais passer à un autre volet qui est très important, qui est la diversité génétique des légumineuses et les atouts que nous avons en in situ et en ex situ. Et là, j'ai présenté, si vous voulez, l'ensemble des légumineuses, ça veut dire sur le côté interspécifique, il existe plusieurs espèces de légumineuses à différents usages, en graines, en fourrage et en culture intermédiaire, des fois avec la présence de deux usages qui sont concomitants. Donc, on a une grande diversité, mais si on voit ou on analyse un petit peu ce qui est utilisé, on remarque qu'il y a uniquement 6 à 8 espèces de légumineuses qui occupent 80 à 90% des superficies emblavées par les légumineuses. Donc il y a un manque à gagner quelque part sur cette diversité. Alors, sur le côté intraspécifique, il y a de la diversité intraspécifique. Là, je présente un projet où j'ai été impliquée et on a fait l'analyse de la diversité génétique des accessions de fèves, donc de variétés locales dans la région nord du Maroc, la région de Taounet, et où on a trouvé en effet qu'il y a une existence d'une très large diversité intrapopulation, 82% par rapport à la diversité interpopulation. Ça veut dire que nous avons un bassin méditerranéen qui est un centre de diversité des légumineuses. Le nord du Maroc est spécifiquement reconnu pour la diversité de plusieurs espèces, fèves, févroles, lentilles, luzerne, pois chiches, et que, en fin de compte, cette diversité, elle est façonnée par deux choses. Elle est façonnée premièrement par la nature, elle est façonnée par les échanges entre agriculteurs et elle est façonnée aussi par les pratiques culturelles. Ça veut dire le fait de sélectionner pour l'agriculteur ou pas, le fait de traiter ou pas, etc. Donc c'est ce qui un petit peu façonne cette diversité. Les variétés locales sont ancestralement cultivées dans les centres de diversité. Elles sont dynamiques et donc les champs des agriculteurs sont des vrais laboratoires naturels de la création et de l'évolution de la diversité des variétés locales. Alors là, on a la banque de gènes de Stats. J'ai juste envie de montrer qu'est-ce qu'on en fait avec ces banques de gènes. Est-ce qu'on les utilise? Est-ce que ces accessions partent chez les sélectionneurs, chez les chercheurs ou pas du tout? Alors là, on a les légumineuses sont à 10% dans les accessions totales. On a surtout des accessions de luzerne, des accessions de fèves aussi, févroles. Et puis, on a, par rapport aux demandes, il y a 7% des demandes qui sont des 7% par rapport aux céréales qui sont en fait des légumineuses et 100% des demandes qui sont en fait faites par uniquement l'INRA pour des fins de recherche et de sélection aussi. Un cas de transfert, par exemple, pour les sélectionneurs INRA, c'est dans le cas de la lentille, on a fait une étude de la diversité génétique avec l'évaluation de la tolérance à la sécheresse et qui a permis de créer des variétés plus tolérantes à la sécheresse que mon collègue Nadim va vous présenter ultérieurement. Donc, j'aimerais aussi citer ici l'Icarda, qui est bien sûr un très très grand support au niveau de l'Afrique, qui est un très grand support pour l'Afrique du Nord. Et où on voit où ils ont intervenu dans la création de plusieurs variétés. Et 75% des variétés de pois chiches et de lentilles utilisées en Algérie, eh bien, proviennent de l'Icarda. C'est très important à souligner. Alors, en ce qui concerne la France, donc on a un centre national de ressources génétiques de pois, févroles et lupins à l'INRA de Dijon. On a le centre de ressources génétiques plantes fourragères INRA à Lusignan. On a aussi bien sûr l'utilisation des autres centres internationaux. À titre d'exemple, on a plus de 10 000 accessions de pois, mais uniquement 1,2% partagées avec des sélectionneurs privés depuis 2005. Ce sont des statistiques qui pourraient interpeller. Juste ça mérite réflexion. Alors, j'aimerais dire qu'il existe une large diversité génétique en in situ et en ex situ des ressources génétiques des légumineuses. L'utilisation directe des ressources génétiques par les sélectionneurs privés est limitée. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas une utilisation directe du privé, ça veut dire un contact direct entre le privé et
les institutions de ressources génétiques. Il y a toujours ce passage par les centres de recherche où peut-être les sélectionneurs ont besoin d'abord qu'on leur crible l'information et puis par la suite, ils utilisent l'information qui est criblée en quelque sorte pour l'intégrer au niveau de leur programme de sélection. Alors la troisième partie, qui sera aussi la dernière partie que je vais traiter, eh bien, c'est une partie où j'aimerais parler justement de la valorisation de la diversité génétique chez les légumineuses avec les stratégies d'amélioration diversifiées. Donc, ce qu'on a bien compris, c'est que les systèmes agricoles sont diversifiés avec beaucoup de potentialités, mais aussi des limites. Alors, on a des systèmes agricoles qui sont favorables, d'autres qui le sont moins, donc à faible intrant, et où on a des contraintes environnementales, notamment comme pour l'agriculture biologique, par exemple, c'est des systèmes qui sont assez spéciaux. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser ces potentialités et limites pour avoir des stratégies d'amélioration génétique qui sont beaucoup plus ciblées afin de maximiser l'efficience des ressources naturelles. Alors, je vais poser cette équation que tous les généticiens adorent, bien sûr. C'est, voilà, la performance, c'est le génotype, l'effet du génotype, l'environnement et l'interaction. Jusque-là, les sélectionneurs, sur quoi travaillent-ils? Ils travaillent essentiellement sur le génotype. Ça veut dire c'est le génotype qui va conditionner la performance et c'est pour ça qu'on développe plutôt des variétés qui ont une adaptation plutôt générale à plusieurs environnements. Des fois, j'ai même vu des fois des variétés qui sont adaptées à plusieurs pays. Ça veut dire, ça c'est extraordinaire comme capacité d'adaptation générale. Par contre, ce qui serait intéressant dans le contexte actuel, c'est d'utiliser l'interaction génotype-environnement et donc on utilise l'adaptation spécifique. Là, on va augmenter la performance si on accepte de travailler avec l'interaction et de l'utiliser dans la performance, mais ça veut dire qu'on va non pas, on va pas créer quelques génotypes à adaptation générale, mais on va créer plusieurs génotypes à adaptation spécifique, ce qui veut dire qu'il y a un coût. Mais ce coût est important. À ce niveau-là, il est vraiment important. À ce tournant, il est très important. Donc, il faudrait qu'il y ait une diversification du portfolio variétal en fonction des différents contextes d'agro-écosystèmes et de débouchés. Il faut proposer aussi des cartes variétales. Ici, j'ai juste montré un exemple qu'on a trouvé sur le lupin. D'accord, en France, on a des cartes variétales. Ça, c'est un exemple. Toutefois, vous voyez bien que c'est un portfolio qui est vraiment très, très limité. On a 3 variétés de lupin de printemps. Et 5 de printemps et 3 d'hiver. Donc, c'est le même concept, sauf qu'il doit être encore plus saturé. Alors, en ce qui concerne les zones défavorables, donc l'agriculture traditionnelle en Afrique du Nord, donc c'est plus de 80% des systèmes agricoles. Et on a l'agriculture biologique en Europe, en France aussi. Donc là, on a une interaction génotype-environnement qui est plus importante, beaucoup plus importante que dans les systèmes favorables parce qu'il n'y a pas d'intrants, parce qu'il faut que le génotype se bat lui-même et essayer de tamponner les effets de l'environnement. Donc il y a des besoins spécifiques en qualité par rapport à des débouchés bien précis. Et là, j'ai envie de dire que quelqu'un avait dit quelque chose que j'ai trouvé très pertinent, c'est que des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent avec les autres, là, ceux-là, on en cherche. Et c'est là où c'est important dans ces contextes-là, qui sont très marginaux, donc d'introduire ce qu'on appelle la sélection participative. Elle est très, très importante. Cette sélection participative, elle permet aux chercheurs de découvrir la dimension systémique du terrain, mais à l'agriculteur de comprendre l'intérêt de se focaliser sur une réalité de recherche. Et ça, c'est très important parce qu'on va répondre aux besoins des agriculteurs et on va renforcer le rôle de l'agriculteur dans les filières. Il y a plusieurs exemples de sélection participative. Celle-là, elle concerne le blé dur. Ce n'est pas une sélection participative pour les légumineuses, mais j'aimerais bien la voir se décliner pour une espèce de légumineuse. Ça veut dire la sélection participative, on devrait être dans le fait de ramener tous les intervenants ensemble pour traiter une thématique. Donc c'est plus une approche qui est bottom-up,
C'est-à-dire on fait remonter le besoin des agriculteurs vers les sélectionnaires, on les met à travailler ensemble, plutôt qu'une approche qui est top-down, du chercheur sélectionneur vers les agriculteurs. Alors, j'aimerais terminer avec cet exemple que nous avons mené au niveau de l'IAV Hassan II dans l'unité, en utilisant plusieurs projets IFAD, Bioversity. On a aussi on continue à travailler avec des agriculteurs sur la sélection participative chez la FEV et la FEVROL dans la région de Taounet, où on a une grande diversité, où les variétés locales méritent d'avoir un intérêt pour être promues dans l'avenir. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous remercie pour ma part. Et puis, j'aimerais dire que quelle que soit donc l'approche qui doit être adoptée, il est très très important de définir les objectifs et la stratégie d'amélioration. Et c'est là où je passe la parole à mon collègue Nadim Taïh pour vous expliquer donc les objectifs et les stratégies pour le progrès génétique. Merci. Merci beaucoup Lamia, bonjour à tous. Donc là on va passer sur la partie suivante qui est plutôt en lien avec la sélection. Comme on l'a bien vu pendant les 2 derniers jours, les légumineuses ont bien tout un panorama d'utilisation différente en alimentation humaine, animale et plus beaucoup de services. Mais comment on peut tirer davantage bénéfice des bienfaits des légumineuses? Donc il y a bien sûr quelques caractères qu'on a toujours besoin d'améliorer chez les légumineuses. Et ce sera le but de cette première partie que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, qu'elles soient légumineuses à graines ou légumineuses fourragères, on a parfois des caractères qui sont spécifiques. Par exemple, pour les légumineuses à graines, on a besoin d'améliorer la taille du grain, la qualité visuelle, parfois l'aptitude au décortiquage aussi pour aller vers les transformations. Pour les fourragères, surtout les pérennes, on a besoin de travailler sur la pérennité, la résistance au pâturage et aussi la dormance. Mais il y a un grand nombre de caractères qui est commun aux 2 groupes. Par exemple, le niveau et la stabilité du rendement, la qualité nutritionnelle, la résistance aux maladies aux ravageurs, et ça c'est très important, et la résistance au stress abiotique. Mais là, récemment, avec le développement dans la recherche, etc., on s'est rendu compte qu'il faut aussi regarder d'autres aspects. Regardez l'aspect racinaire, par exemple, parce qu'il est bien en lien avec la résistance au stress thermique et hydrique, ou aussi essayer de réfléchir quels sont les caractères qui permettent d'assurer une certaine aptitude au système de culture innovant, généralement pour aller vers par exemple, l'association. Et ces caractères-là sont aussi valables, donc légumineuses à graines et fourragères, mais aussi dans les 2 contextes, Afrique du Nord et Europe. Dans la partie suivante, je vais vous présenter quelques exemples de sélection en France, là, pour des espèces fourragères et à graines qui sont majeures. Là, c'est le cas de la luzerne. Donc, pour la sélection de la luzerne en France, on a essentiellement travaillé sur la résistance aux nématodes des tiges, la résistance à l'anthracnose, essayer d'améliorer ces niveaux de résistance, la résistance à la verticillose, qui est aussi une maladie qui provoquait beaucoup de dégâts. Toujours garder en tête qu'il faut augmenter la teneur en protéines pour l'utilisation fourragère et diminuer la teneur en fibres. Bien sûr, l'aspect pérennité était toujours en tête et aussi le rendement qui est le facteur final. Tout au long de cette histoire de sélection française, il y a eu des sorties de variétés qui étaient remarquables par leur niveau de résistance ou leur teneur en protéines et qui ont ensuite été intégrées dans les différents croisements qui ont eu lieu après. Pour le pois, par exemple, l'histoire de la sélection a commencé par regarder l'aspect mécanisation de la culture, essayer de transformer les feuilles en vrilles pour que les plantes puissent se tenir mieux au champ. Mais aussi, on a essayé de regarder les facteurs antinutritionnels en essayant de diminuer, par exemple, les facteurs antitrypsiques. Travailler sur la résistance à l'averse, qui est essentiellement ici la tenue de la tige pour l'augmenter, et aussi diminuer la taille des grains pour diminuer le coût de semence, et aussi là, avec l'effort de toute la filière, et le CTPS qui a voulu bien adapter ces critères d'évaluation, on a voulu travailler sur la résistance au froid pour développer un type variétal qui va plutôt vers l'hiver. Donc là, ce que vous avez, c'est juste une présentation de pois qu'on appelle aphylla. Donc c'est là où on a transformé toutes les feuilles en vrilles. On voit bien comment les plantes se tiennent entre elles au champ. Et le deuxième graphique, vous avez
tous les 2 ans, en fait, le nombre d'inscriptions qui ont eu lieu entre variétés de pois de type hiver et de type printemps. Et on voit bien qu'à partir des années 2004-2006, on a commencé à faire des inscriptions de pois d'hiver et ce nombre de variétés inscrites est en continuelle augmentation. Alors, pour cette résistance au froid, est-ce qu'on a pu réaliser un progrès génétique notable? La réponse est oui. Parce que sur ce graphique-là, quand vous voyez sur l'axe des abscisses, c'est les années d'inscription des différentes variétés de pois de type hiver. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez le rendement. Et on peut voir qu'on a une augmentation de rendement de 1 quinto-hectare par an à peu près. Aussi, l'augmentation de la hauteur de la plante, si on veut bien, c'est de la tenue en tige, qui est aussi assez remarquable sur ce pois d'hiver. On a aussi travaillé sur la résistance au froid. Et on se rapproche du niveau de résistance d'une variété qu'on appelle Isa, qui avait un niveau de résistance qui est très intéressant. La réflexion est allée même au-delà pour un aspect de sélection ici interactive. Après la mise en évidence d'un gène qui est en lien avec la réponse de la plante à la photopériode, on a voulu développer un nouveau type variétal de pois d'hiver. C'est le pois d'hiver qu'on appelle grand HR, qui lui répond à la photopériode. Et donc, au lieu de semer tard, pour éviter que la plante passe en initiation florale pendant la saison qui est sensible, qui est la saison de gel, cette plante-là va attendre les journées plus longues pour passer à l'initiation florale. Donc, on peut la semer plus tôt, sans avoir le souci de tomber dans la zone de gel qui est le plus à risque. Et donc, ça avance également, parce que pour l'instant, on a 3 inscriptions de variétés qui sont dites de type grand HR. Pour l'Afrique du Nord, et là l'exemple du Maroc, on travaille sur la sélection de la lentille et du pois chiche, qui sont les légumineuses qui sont cultivées majoritairement. Il y a plusieurs critères qui étaient travaillés dans la sélection, et pour l'instant, on dispose de variétés qui cumulent certains de ces caractères qui sont très intéressants. Par exemple, dans le cas de la lentille, on a des variétés qui sont à la fois résistantes à la rouille et tolérantes à la sécheresse. Pour le cas du pois chiche, on peut voir des variétés qui ont des tailles de graines qui sont adaptées au secteur de l'alimentation humaine, mais aussi résistantes au froid, tolérante à la sécheresse et précoce. En Tunisie, par exemple, on a travaillé sur la sélection du pois chiche pour le rendement. Et là, pareil, on a les années d'inscription des variétés. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez le rendement. On peut voir que les variétés qui étaient inscrites récemment ont un rendement qui est meilleur par rapport aux variétés qui sont inscrites plus tôt. Le graphique du bas, c'est un graphique qui traite de la résistance à l'eurobanche. L'eurobanche est pour l'instant une thématique plutôt sud, où on a ces plantes qui vont gêner le développement ici de la fève en Tunisie. On peut voir un premier contexte où on a des parcelles non infestées, on regarde le rendement des différentes variétés, et là on est dans un contexte plutôt infesté. On peut très bien voir que ce classement des variétés reste le même dans des contextes infestés et non infestés. Ces variétés inscrites récemment arrivent bien à se défendre dans ce contexte où on a de la revanche. Alors, comment on procède pour développer ces variétés récentes, plutôt qu'on peut les qualifier de performantes, autant elles sont inscrites? C'est essentiellement par la sélection phénotypique. Là, je vais présenter un exemple simple avec la déhiscence de la gousse. Si j'ai une plante avec les gousses qui s'ouvrent à maturité et je pèle les grains, c'est pas intéressant pour moi. Il faut que plutôt j'aille piquer les plantes qui ont les gousses qui restent fermées pour que je préserve le rendement à la fin. Et donc, pour tout caractère, qu'il soit simple ou quantitatif, je peux faire une sélection des plantes qui sortent de mes croisements visuellement après examen phénotypique. Donc, c'est ce qu'on va appeler ici aujourd'hui la sélection type 1, la version 1 de la sélection. Mais il existe depuis un moment la version 2, qui est la sélection plutôt assistée par marqueur. Et donc là, au lieu de faire de la sélection complètement phénotypique, visuelle, on va se servir de marqueurs qu'on appelle moléculaires pour nous guider à bien choisir nos variétés plus rapidement, pour qu'on n'attende pas, par exemple, la fin du cycle. Là, je vous montre juste un exemple d'une revue qu'on a faite pour le pois, qui rassemble les différents marqueurs qu'on a pour les différents caractères chez le pois. Et donc, le sélectionneur, s'il a envie de sélectionner pour la résistance à l'hiver, il sait qu'il a, par exemple, des régions sur le génome qu'il peut plutôt cibler avec des marqueurs précis pour essayer d'augmenter la résistance au froid du pois. Donc, la littérature montre qu'il y a un nombre de publications croissant. Si on fait juste une recherche avec les mots, par exemple, clés, génétique d'association, QTL, marqueur, je vais revenir sur tous ces concepts-là. Mais on voit à travers les années, là vous avez 3 plages d'années, de décennies,
où on voit une amélioration du nombre de publications, c'est-à-dire la communauté scientifique s'intéresse à ces aspects-là, et donc il y a une transition vers la sélection. Je garde toujours, comme l'a présenté Lamia, cette comparaison avec les céréales. Donc ce qu'on voit en premier, c'est les légumineuses à graines ici, les fourragères et puis les graminées. Bien évidemment, il y a toujours plus d'avance dans ces approches-là, dans les recherches sur les graminées, plutôt que chez les légumineuses à graines ou fourragères. Mais on voit bien qu'il y a une application des chercheurs sur ces aspects-là. Et il y a des espèces, c'est pas forcément sur toutes les espèces légumineuses, il y a des espèces qui sont à fort impact de recherche, par exemple le soja, le pois chiche ou la luzerne en plantes fourragères. Comment ça marche pour trouver des marqueurs pour l'utiliser dans ce programme-là? Il y a deux voies. Une voie qu'on va appeler QTL et l'autre voie qu'on va appeler génétique d'association ou GWAS. Donc, on a forcément dans un premier cas, une population qui vient d'un croisement entre deux parents et on va récupérer la descendance. Dans cette descendance, on va étudier un caractère donné qui, normalement, doit changer entre les différentes progénitures. Certains auront, par exemple, un rendement supérieur, d'autres un rendement plus inférieur. Et on va essayer d'associer ce qui se passe au niveau phénotype, au niveau rendement, avec ce qu'on peut lire sur le génome quand on va regarder les informations génétiques contenues chez ces individus-là. Quand on fait ça à travers une population biparentale et qu'on obtient des marqueurs associés au caractère qu'on veut, on appelle ça QTL. On appelle ça SMP significatif par génétique d'association quand on parle plutôt sur une collection de diversité génétique. Tout à l'heure, Lamia a évoqué la présence de ressources génétiques dans les banques de gènes. Si par exemple on prend une population de 200-300 individus de cette collection-là, on essaye d'étudier l'information génétique contenue chez ces individus-là et on l'associe avec leur phénotype, on peut peut-être voir des corrélations entre des variations de l'information génétique et le caractère qu'on observe. C'est ce qu'on va appeler un SMP significatif ou un marqueur qu'on va employer dans notre programme de recherche. Concrètement, c'est par exemple si moi, sélectionneur, j'ai une population que j'ai obtenue avec un croisement de deux parents, un résistant, un sensible, je maîtrise quel marqueur il faut que j'emploie ou qui est associé à mon caractère. Au lieu que j'attende la fin du cycle pour évaluer mon matériel ou faire mon phénotypage, je peux directement procéder, prendre le marqueur que j'ai obtenu soit d'ici, soit de là, et faire une petite expérimentation sur mes individus, voir qui est-ce qui présente cet allèle favorable, et ensuite prendre cet individu-là seulement et le procéder dans la suite de mon programme de sélection. Alors, ce qui a aidé forcément sur cette deuxième version de sélection, c'est la mise à disposition et la disponibilité des génomes. On appelle génome, c'est toute l'information génétique qu'on arrive à lire, en fait, parce qu'elle est codée avec un alphabet très simple, A, T, C, G. Si on arrive à lire toute cette information-là, contenue dans le noyau ou le centre de l'information génétique d'un individu, on appelle ça génome. Une fois qu'on a cette séquence-là, on peut les associer avec ce qu'on a trouvé comme QTL ou SMP significatif et essayer d'aller pour voir plus de détails sur les marqueurs ou identifier des gènes qui sont impliqués dans le contrôle de caractères qui nous intéressent. Et on va voir là que chez les légumineuses, il n'y a plus cet aspect de deux espèces seulement modèles pour lesquelles on dispose de l'information génétique, on dispose de toute l'information sur la séquence, mais comme on a plusieurs espèces qui sont d'intérêt agronomique, la communauté scientifique a voulu essayer de regarder plusieurs espèces pour leur information et génome. Donc nos différentes espèces d'intérêt agronomique se regroupent dans différentes branches d'un arbre phylogénétique qu'on va essayer d'identifier ici par différentes couleurs. Et on a produit des séquences de génome chez toutes les espèces pour lesquelles on a ces flèches blanches. Donc là, on a plusieurs informations disponibles chez les légumineuses qui nous aident d'aller davantage vers cet aspect de sélection assistée par marqueur. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que je peux utiliser une espèce donnée parce que finalement, ces espèces, elles sont toutes au sein de la même sous-famille, elles sont des cousins, cousines. Je peux essayer de transférer l'information, si j'ai une information sur une espèce, vers une autre espèce. Imaginons, je connais quelque chose sur le contrôle du stress hydrique ou thermique chez une espèce. Je peux tout à fait essayer de voir est-ce que c'est le même gène qui contrôle ce caractère chez une autre variété et est-ce que je peux utiliser un marqueur similaire pour procéder dans la sélection de l'autre espèce pour laquelle j'ai moins d'informations. Et c'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle.
Et cette recherche translationnelle a montré jusque-là plusieurs preuves de concept. Je vais vous présenter justement deux là. Donc là, on étudie la tolérance au gel chez le pois et la luzerne tronquée. Ce sont deux espèces qui sont dans deux groupes différents. La Bidicacotarantula est là et le pois est là. Donc on avait identifié des QTL, comme je vous l'avais présenté avant, chez ces deux espèces-là qui sont associées à la tolérance au gel. Et on a pu montrer que ces QTL sont dans des régions très similaires chez les deux espèces, montrant que potentiellement le gène qui est responsable de la tolérance au gel chez la luzerne tronquée, qui est une fourragère, est le même chez le pois, qui est cette espèce essentiellement utilisée pour ses grains. Ici, c'est un autre exemple chez le niébé cette fois-ci, où on s'intéresse par exemple sur l'architecture foliaire. Et donc on va essayer de faire des liens entre le niébé, là où se trouve le gène d'intérêt, qui est présenté ici, et les génomes des autres espèces pour lesquelles on dispose d'informations, ici la luzerne tronquée ou le soja. On va faire des liens et ça va nous aider à avancer plus vite pour identifier le gène, les marqueurs, et améliorer la sélection du niébé, par exemple. Mais il existe une troisième version, sachant que majoritairement en France, on n'a pas intégré la sélection assistée par marqueur sur toutes les espèces. Par exemple, la luzerne, ayant une biologie un peu compliquée, on n'a pas pour l'instant vraiment intégré cet aspect de sélection assistée par marqueur. Mais la science évolue et on risque de faire un saut, de passer directement de la sélection phénotypique vers la sélection génomique. C'est une sélection encore plus poussée qui est aidée par le développement de ces séquences nucléotidiques, les séquences des génomes. Et comme vous pouvez le voir, la sélection génomique n'existait pas dans n'existait que ces 10 dernières années. Bien évidemment, comme toujours, on a cet effort qui est plus évident chez les graminées que chez les légumineuses à graines ou fourragères, mais quand même, on commence à avoir du développement de méthodes de sélection génotypique chez les légumineuses, et c'est très intéressant et très encourageant. Comment ça marche? C'est très simple. Il y a là une population d'entraînement, un ensemble d'individus que je connais, que j'ai déjà phénotypés ou observés sur mes parcelles pendant plusieurs années. Chez ces individus-là, je génère des données génotypiques. J'essaye de lire les informations contenues ou les informations héréditaires. Ensuite, associant les informations que j'appelle génotype avec phénotype, je peux essayer de développer un modèle de cause à effet. Donc, si j'ai cet allèle-là, ça peut me conférer une certaine performance X. Et dès que j'ai ce modèle-là, je peux l'essayer de l'appliquer chez une population qu'on appelle de sélection pour laquelle j'ai pas d'informations phénotypiques. Je ne suis pas parti avec cette collection au champ, mais au lieu d'aller avec 1000 individus sur des parcelles et ça coûte cher, je peux directement appliquer le modèle que j'ai développé et essayer de sélectionner au lieu de prendre 1000, prendre peut-être 50 et essayer de les valider si je le veux ou poursuivre le cycle de sélection. Donc ça, c'est très prometteur. On a déjà travaillé là-dessus sur le pois, où on a montré que la qualité de prédiction, elle est très intéressante en fonction des caractères. Je vais aller vite sur cette partie-là, mais par exemple, là, sur l'axe des Y, plus on va vers 1, plus c'est mieux. Donc, on a une fiabilité de prédiction. Et donc, vous voyez, là, pour le poids de 1000 grains, on est à 0,84, qui est très bien. Donc, on arrive très bien à prédire le poids de 1000 grains chez le pois, à travers la sélection génomique. Donc forcément, tous ces développements en outils moléculaires, la recherche translationnelle entre espèces et aussi la sélection multicaractère qui sera permise par la sélection génomique, parce que pour la sélection génomique, je peux travailler sur plusieurs caractères en même temps et les compiler dans une même équation dans mon modèle de prédiction. Ça ouvre de nouvelles voies pour le progrès génétique et ça me permet aussi de m'orienter. Et en fonction des marchés, je peux choisir d'aller vers un débouché ou vers l'autre, parce que j'ai un pas de temps qui est réduit pour générer ma variété, et je peux aller plus vite. Mais le plus important, l'élément qui nous manque, essentiellement, c'est d'avoir les collaborations et, et un partage de données entre tous les acteurs de la filière pour pouvoir aller plus vite. Je vais vous le prouver à travers une quatrième version de sélection que je vais vous proposer. C'est une sélection à la carte. Donc maintenant, j'ai des idées. Je veux bien composer une variété qui a des caractéristiques particulières pour un débouché très particulier. Est-ce que je suis capable de le faire? La réponse est oui, normalement, logiquement, parce que maintenant, je dispose de pas mal de données moléculaires. J'ai essayé de phénotyper
une large collection de ressources génétiques, et c'est ce qu'on fait tous dans nos projets. On a ces outils moléculaires disponibles ou qu'on peut créer plus facilement, mais il nous manque le réseau. Il nous manque le partage de données entre nous, ou plutôt cette synergie qui peut être appliquée, par exemple, entre Afrique du Nord et Europe. En Afrique du Nord, comme on l'a vu avec l'AMIA, à l'ICARDA par exemple, on crible régulièrement beaucoup de ressources génétiques. Si par exemple, pour ces ressources génétiques, j'ai les données qui seraient disponibles dans une base de données commune, que je pourrais accéder, et moi je les compléterais avec des données génomiques, des données de génotypage que je mettrais en commun aussi. Ça me permet de créer cette base de données qui me permet d'aller plus vite vers la composition d'une variété à la carte que je veux. Imaginons, je veux une variété qui serait de type printemps, avec une hauteur de tige élevée, avec un type de feuille affilate. J'ai les connaissances, j'ai les gènes, ils sont publiés, j'ai les marqueurs, mais si je les mets en commun, j'ai un accès plus facile et je peux essayer de savoir de quel géniteur il faut que je parte et vers quel objectif. Et donc, la collaboration et les partages de données marchent à travers les projets. Termine. Ok. Bon, je vais juste zapper cette partie pour finir pour la conclusion. Donc, on a plusieurs projets, en fait, qui permettent de traiter les questions intéressantes, comme des projets à des échelles nationales et des investissements de, par exemple, le projet PIMOS, qui est un projet de 8 ans, qui a permis de développer beaucoup de données moléculaires chez le pois, ou aussi qui va à l'étranger. Et on a des cadres qui commencent, qui ont déjà existé, mais qu'il faut essayer de les continuer, des cadres où on a des projets, par exemple, entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Ça, c'est un projet qu'on vient de déposer cette année entre les 3 pays de l'Afrique du Nord et la France, l'Espagne et la Grèce, où on va essayer de travailler ensemble sur l'amélioration des légumineuses à graines pour la tolérance au stress hydrique et thermique. Pour la conclusion, donc, la sélection, c'est trouver une variété performante devient de plus en plus compliqué parce qu'il faut prendre compte de plusieurs paramètres. Il faut prendre compte de différentes parties ou des acteurs du système de production. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Il y a pas mal de facteurs influents que vous pouvez lire ici, comme le changement climatique, l'évolution des tendances alimentaires, aussi l'évolution des pratiques culturelles. Et tout ça, il faut qu'il soit pris en compte si j'ai besoin d'une variété performante. Mais aussi, il faut que la recherche, connaissances et technologies puissent encadrer tous ces efforts-là. RFL2 est un des forums qui pourront participer à toutes ces réflexions-là parce qu'on a la rencontre entre les différents acteurs et ça permet de faire avancer les réflexions sur ces questions et permettre d'atteindre un progrès génétique qu'on le souhaite. On ne peut pas parler de progrès génétique si on n'a pas d'amélioration variétale. Je suis désolé, mais c'est intéressant de conclure. L'amélioration variétale, quant à elle, dépend aussi des surfaces cultivées. Si j'ai pas les surfaces suffisantes, le sélectionneur va dire que je ne veux pas faire un investissement parce que je ne veux pas un retour. Et donc, pour améliorer les surfaces cultivées, il faut améliorer la lisibilité des espèces légumineuses, montrer aux agriculteurs qu'elles sont intéressantes, qu'ils maîtrisent les techniques de production, ça passe par les instituts techniques, la mise en place des cartes variétales. Et pour travailler sur l'amélioration variétale, il faut une application effective du secteur privé. Là, c'est plutôt applicable pour le contexte Afrique, parce qu'on a entendu que c'est plutôt le public qui gère cet aspect. Il faut des programmes de recherche, et plutôt de la recherche translationnelle maintenant, des programmes de sélection participative pour les régions marginales, de l'exploitation efficace de ressources génétiques, parce que c'est ça notre source essentielle de diversité, un accès aux technologies et aux moléculaires, et aussi une utilisation des semences certifiées. Mais tout cela ne peut pas se passer si la politique n'est pas là et s'il n'y a pas une gouvernance partenariale et globale de la filière. Je vais passer cette diapo pour juste résumer vous donner les ingrédients du progrès. Il n'y a pas de progrès si on ne partage pas, si on n'a pas les ressources nécessaires, si on n'organise pas la filière, si on n'a pas la génétique et la recherche qui sont là pour nous aider, si on ne fait pas des évaluations des besoins et de ce qu'on a créé continuellement, et nécessairement, il faut la stratégie. Si on n'a pas une stratégie, on n'a pas de progrès. Avec l'AMIA, on souhaite remercier un certain nombre de personnes qui nous ont aidés pour constituer cette présentation, spécialement Gérard Duc qui nous a accompagnés lors de la conception de ces diapos. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci à Bernadette pour sa gentillesse. Et puis juste une petite promotion. Si vous souhaitez continuer les discussions sur les légumineuses, vous êtes intéressé en génétique et génomique ou tout autre aspect sur ces légumineuses-là, on va accueillir à Dijon en 2019 du 13 au 17 mai, la conférence
international ICLGG. Donc vous êtes tous conviés parce que les inscriptions sont toujours en cours. Merci.